Tu fixes l'écran de ton téléphone, le pouce suspendu au-dessus de ce nom que tu as voulu effacer 1000 fois. Il est 3 heures du matin. Le silence de ton appartement pèse 1 tonne, presque autant que ce vide dans ta poitrine. La lumière bleue de l'écran brûle tes rétines fatiguées, mais tu ne peux pas détourner le regard. Tu relis ces derniers messages, ceux qui t'ont fait mal, ceux qui étaient pétris de mauvaise foi, et tu cherches encore une logique là où il n'y a que du chaos. Tu as franchi le pas, tu as claqué la porte, ou peut-être que c'est l'autre qui a fini par te jeter comme un vieux mouchoir après t'avoir vidé de ta substance, après avoir aspiré jusqu'à la dernière goutte de ta joie de vivre. Peu importe la manière, le résultat est le même, tu es seul face au fracas de tes pensées, dans cette pénombre où chaque ombre ressemble à un reproche. Tu te demandes si tu as bien fait, si ce n'était pas toi le problème, si tu n'as pas gâché la seule chance que tu avais de ne pas finir tes jours dans la solitude. C'est ce doute-là, ce poison lent qui s'insinue dans tes veines et qui te paralyse, que nous allons disséquer aujourd'hui. On ne va pas faire de la psychologie de comptoir avec des mots compliqués, on va parler d'homme à homme, d'humain à humain, de cette rage sourde qui habite celui ou celle qui a osé s'échapper d'une prison dont les barreaux étaient faits de mots doux et de chaînes invisibles. Prendre la décision de rompre avec un monarque absolu de l'ego, c'est comme sauter d'un avion en plein vol sans être certaine que le parachute va s'ouvrir. C'est terrifiant. On se dit souvent que celui qui part a le beau rôle, qu'il est fort, qu'il a le contrôle, qu'il avance vers un horizon radieux. Mais la réalité est bien plus nuancée, bien plus cruelle. Quand tu es celui ou celle qui met fin au carnage, tu portes le poids de la culpabilité sur tes épaules comme un sac de pierre. Tu te retrouves avec les morceaux d'un puzzle que tu n'arrives plus à assembler parce que l'autre a pris soin de cacher les pièces essentielles. Celui qui se fait quitter peut au moins se draper dans la dignité de l'offensé, se dire qu'il a subi, qu'il était la victime de l'histoire, le martyr d'un amour injuste. Mais toi, tu as dû arracher la peau pour te libérer. Tu as dû te faire violence pour arrêter la violence. Et ça laisse des cicatrices qui grattent dès que le temps se gâte, dès que la solitude se fait un peu trop pressante. Il y a ce phénomène étrange, une sorte de brouillard mental, une purée de poids cognitive qui s'installe quelques semaines après la rupture. C'est la période la plus dangereuse. Les souvenirs des cris, des humiliations, des remarques désobligeantes sur ton physique ou ton intelligence et des nuits blanches à essayer de comprendre l'incompréhensible commencent à s'effacer. Ton cerveau, dans un élan de survie mal placé, agit comme une vieille photographie laissée trop longtemps au soleil, les contrastes s'estompent. Par contre, les moments de douceur, ces instants volés où l'autre te faisait croire que tu étais le centre de son univers, reviennent en boucle en haute définition. Tu te souviens de ce rire partagé dans la cuisine, de cette promesse de voyage, de cette main posée sur ton épaule quand tu n'allais pas bien. C'est un piège de ton propre cerveau. Il essaie de te protéger du traumatisme en ne gardant que le sucre. Mais il oublie, ou il occulte volontairement, que ce sucre était mélangé à de l'arsenic. Tu te mets à douter de ta propre perception de la réalité. Tu te demandes si tu n'as pas tout inventé, si tu n'as pas exagéré ses torts, si ce n'était pas juste une mauvaise passe que vous auriez pu surmonter avec un peu plus de patience. C'est là que la manœuvre de retour, le fameux hoovering, peut devenir fatale. Imagine un instant que tu es un mécanicien face à un moteur complexe, une machine magnifique mais capricieuse. Tu passes des heures, des jours, des mois à essayer de régler chaque pièce, à huiler les rouages avec ta propre sueur, à écouter le moindre bruit suspect pour anticiper la panne. Tu donnes tout ton savoir-faire, toute ta patience, toute ton énergie vitale. Tu te dis que si tu travailles assez dur, si tu es assez aimant, assez compréhensif, le moteur finira par tourner rond. Et en face, le moteur ne te répond pas. Il te regarde froid, inerte ou pire. Il t'explose au visage au moment précis où tu pensais avoir trouvé le réglage parfait. C'est exactement ce qui se passe dans un échange avec un tyran de l'émotion. Quand tu lui parlais avec ton cœur, quand tu mettais tes tripes sur la table pour expliquer tes blessures, l'autre ne t'écoutait pas pour te comprendre. Il n'y avait aucune empathie, aucune volonté de connexion. Il t'étudiait, il notait tes failles, tes peurs primales, tes besoins de reconnaissance les plus enfouis. Chaque confidence que tu lui as faite dans l'intimité de l'oreiller est devenue une munition qu'il a rangée soigneusement dans son chargeur pour t'abattre plus tard, quand il aurait besoin de te remettre à ta place. C'est une observation clinique dénuée de toute humanité. Tu parlais à un mur qui prenait des notes pour mieux t'emmurer plus tard. Cette sensation de vide dans son regard, tu l'as forcément croisée. C'est ce moment de bascule presque surnaturel où, en pleine discussion, tu réalises que les yeux en face de toi sont devenus des puits sans fond, noirs et froids. Il n'y a plus personne à l'intérieur, la personne que tu aimais s'est évaporée pour laisser place à une entité purement calculatrice.
C'est une coquille vide qui imite les sentiments humains, qui singe la colère, la tristesse ou la joie pour mieux te capturer dans ses filets. C'est terrifiant quand on y prend vraiment conscience. Tu as partagé ton intimité, tes rêves les plus fous et tes angoisses les plus sombres avec un simulacre, un hologramme émotionnel. Et c'est précisément parce que tu es une personne entière, sincère, débordante d'empathie et de vie que tu as été choisie. On ne va pas braquer une banque vide. On s'attaque à ceux qui ont des trésors de bonté, de générosité et de force à offrir. Ta lumière, cette capacité que tu as à te soucier des autres, à vouloir réparer ce qui est cassé, c'est ce qui a attiré le prédateur. Mais c'est aussi, et surtout, ce qu'il a voulu éteindre. Parce que ta lumière lui rappelait constamment sa propre obscurité, son incapacité chronique à ressentir quoi que ce soit de vrai. Le tyran ne supporte pas ton intégrité. Tes valeurs, ta boussole morale, ce sens du bien et du mal que tu portes en toi, c'est une insulte permanente à son mode de fonctionnement. Quand tu lui parles de loyauté, de respect mutuel ou d'honnêteté, il ne voit pas ça comme des vertus admirables, mais comme des faiblesses structurelles à exploiter. Pour lui, être honnête, c'est être vulnérable. Pire encore, il se sent personnellement visé par tes qualités. Si tu dis que tu détestes le mensonge, il le prend comme une attaque directe, une déclaration de guerre, car le mensonge est son oxygène, sa manière de naviguer dans le monde. C'est là que naît cette rage souterraine, ce ressentiment qui finit par exploser. Il sent que malgré tous ses efforts pour te briser, tu gardes une zone de ton âme, un jardin secret qu'il n'arrive pas à coloniser, une part de toi qui refuse de plier. Alors il redouble d'efforts dans la manipulation de la réalité, ce qu'on appelle le gaslighting. Il veut te faire croire que tu es fou ou folle, que tes souvenirs sont des inventions, que ta sensibilité est une pathologie mentale. Il veut que tu finisses par ne plus faire confiance à tes propres sens pour que tu deviennes totalement dépendant de sa version des faits. Pense à ces soirées où tu essayais simplement d'exprimer un besoin. Un petit besoin de rien du tout, comme vouloir passer un peu plus de temps ensemble ou demander un peu d'aide pour les tâches ménagères. Comment ça se terminait? En 3 minutes chrono, le sujet était détourné. Tu te retrouvais à devoir te justifier sur une erreur que tu avais commise il y a 3 ans, ou pire, sur une intention qu'il t'attaquait d'avoir eue. C'est l'art de l'esquive permanente. Le tyran ne répond jamais à la question posée, il répond à l'attaque qu'il perçoit dans ton désir d'exister. Il transforme tes besoins en agression. À la fin, tu finissais par te taire, par étouffer tes propres envies avant même qu'elles n'atteignent tes lèvres, juste pour avoir la paix. Cette paix-là, c'était le silence d'un cimetière, celui de tes propres désirs. Tu finissais par t'excuser d'avoir des sentiments, par demander pardon d'avoir été blessé. C'est le comble de l'aliénation, se sentir coupable d'être la victime. Pendant toute la durée de votre lien, il a vécu dans une peur inconsciente et dévorante de te perdre. Pas parce qu'il tenait à toi en tant qu'individu, mais parce qu'il avait un besoin vital de ton regard, de ton admiration, de ta présence pour se sentir exister. Tu étais sa pile électrique, son réservoir d'énergie. Sans toi, pour refléter une image valorisante de lui-même, il retombe dans sa propre noirceur, dans ce néant intérieur qu'il fuit depuis toujours. C'est pour ça qu'il a utilisé le love bombing, le bombardement affectif au début. Ces cadeaux excessifs, ces compliments démesurés, cette présence étouffante, il fallait te rendre accro, créer un lien de dépendance biochimique dans ton cerveau, mais dès qu'il a senti que tu commençais à voir clair dans son jeu, dès que les premiers signaux d'alarme ont commencé à clignoter dans ton esprit, sa panique s'est transformée en une agressivité froide. La disparition brutale, le silence radio punitif ou le rejet d'une violence inouïe ne sont que des tentatives désespérées de reprendre le dessus, de te punir d'avoir osé voir la vérité, avant que tu ne t'échappes pour de bon et que tu ne lui retires sa source de nourriture émotionnelle. Maintenant que tu es dehors, maintenant que tu respires un air un peu moins vicié, sache qu'il ne va pas te laisser partir si facilement. Dans son esprit tordu, tu es sa propriété. Il veut te voir ramper. Il veut que tu sois incapable de te lever le matin, que tu perdes ton job parce que tu n'arrives plus à te concentrer, que tes amis s'éloignent parce qu'ils en ont marre de t'entendre parler de lui. Il utilise ses singes volants, ces relais de manipulation, pour répandre des rumeurs insidieuses sur toi, pour inverser les rôles et te faire passer pour le ou la coupable Léla déséquilibrée. C'est une guerre d'usure, une tentative d'assassinat social. Il ne supporte pas l'idée, l'image insoutenable, que tu puisses être heureux ou heureuse sans lui. S'il te voit réussir, s'il te voit rayonner à nouveau, si tu retrouves ton sourire d'avant, c'est comme s'il mourait une deuxième fois. Sa plus grande défaite, son enfer personnel, c'est ton indifférence. Tant que tu es en colère, il possède encore un fil relié à ton cœur. Tant que tu pleures en pensant à lui, il occupe encore une partie de ton espace mental. Mais le jour où tu te fiches éperdument de savoir s'il va bien, s'il a changé ou s'il a trouvé une nouvelle proie, ce jour-là, tu as gagné la guerre de libération.
Il est crucial, vital même, de ne pas te jeter dans les bras du premier venu pour combler le trou béant qu'il a laissé dans ta vie. Ton système nerveux est en état de choc post-traumatique même si tu ne t'en rends pas compte. Tu es comme un grand brûlé de l'émotion. Tu as besoin de temps, de beaucoup de temps, pour recalibrer tes capteurs de danger. Si tu fonces tête baissée dans une nouvelle histoire pour fuir la douleur, tu risques de ne pas voir les mêmes signaux d'alarme, les fameux red flags, et de répéter le schéma. Apprends à apprécier le silence de ton appartement, même s'il te paraît lourd au début. Apprends à te choisir toi, à te traiter avec la même compassion que tu aurais pour un ami cher. La solitude n'est pas une ennemie, c'est un laboratoire de reconstruction, un sanctuaire où tu vas ramasser tes morceaux et les recoller un par un avec de l'or, comme dans la technique du kintsugi, pour devenir encore plus solide qu'avant. Pour avancer concrètement, pour sortir de la survie et recommencer à vivre, commence par couper absolument tous les ponts, sans exception. Le no-contact n'est pas une option, c'est une mesure de salut public. Ne va pas vérifier ses publications éphémères sur Instagram ou Facebook pour voir s'il a l'air triste ou s'il s'amuse. Ne demande pas de ses nouvelles puis à vos connaissances communes, même sous couvert de politesse. Efface les photos qui traînent dans ton cloud, celles qui te rappellent des moments que tu as idéalisés. Chaque microdose d'informations sur sa vie agit comme une injection de drogue dure qui relance le cycle de l'obsession et de la dopamine dans ton cerveau. Le silence total est ton seul bouclier efficace pour retrouver ta clarté d'esprit et permettre à ton système nerveux de s'apaiser durablement. Tu dois devenir un fantôme pour lui, et lui doit devenir un souvenir lointain pour toi. Et puis, il y aura ces moments où il ou elle tentera de revenir par la petite porte. Un SMS par erreur, une photo d'un objet que tu as oublié chez lui, ou un message larmoyant disant qu'il a enfin compris. C'est le hoovering, l'aspirateur émotionnel. Ne te méprends pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de la maintenance. Il vérifie simplement si la prise est toujours branchée, si tu es encore une source d'énergie disponible. S'il revient, ce n'est pas parce que tu lui manques, c'est parce que sa nouvelle proie est moins nourrissante que prévu ou qu'il a un moment de creux dans son ego. Répondre, c'est lui redonner le code de ton coffre-fort. Chaque réponse, même pour l'insulter, lui confirme qu'il a encore un impact sur toi. Ton mépris le plus total, ton absence de réaction, c'est la seule réponse qu'il mérite. Garde la porte verrouillée, change les serrures de ton âme. Ensuite, remets-toi au centre de ton propre monde. Pendant des mois ou des années, tu as vécu en orbite autour de ses besoins, de ses humeurs, de ses crises. Tu as appris à marcher sur des œufs, à surveiller le ton de ta voix, à anticiper ses réactions pour éviter le conflit. Reprends une activité que tu as délaissée, quelque chose qu'il critiquait ou qu'il jugeait perte de temps. Que ce soit le dessin, la course à pied, la cuisine exotique ou simplement lire des livres de philosophie que l'autre tournait en dérision. Réapproprie-toi ton espace mental et physique. Ces activités ne sont pas de simples passe-temps pour occuper tes soirées. Ce sont des actes de résistance politique à l'échelle de ton individu. En retrouvant du plaisir dans des choses simples, gratuites et personnelles, tu réduis mécaniquement l'emprise que l'autre avait sur tes émotions. Tu prouves à toi-même que ta capacité de joie ne dépend pas de son approbation. Une autre étape fondamentale, souvent douloureuse mais libératrice, consiste à écrire une liste exhaustive, sans filtre et sans pitié, de toutes les horreurs, les mensonges, les trahisons et les moments de mépris que tu as subis. Note tout. La fois où il t'a ignoré pendant 3 jours pour une broutille, la fois où elle a critiqué ta famille devant tout le monde, les remarques sur ton poids, les manipulations financières, les infidélités réelles ou suggérées. Rappelle-toi ce jour où tu étais malade, cloué et que joli avec de la fièvre et qu'il a trouvé le moyen de te faire des reproches parce que le dîner n'était pas prêt ou parce que tu faisais la tête. Rappelle-toi cette fois où il a oublié de venir te chercher alors qu'il pleuvait des cordes, juste pour te montrer qu'il avait le pouvoir sur ton temps et ton confort. Garde cette liste à portée de main dans ton téléphone ou un carnet secret et relis-la chaque fois que la nostalgie commence à te jouer des tours, chaque fois que tu te surprends à te dire « mais on a eu des bons moments quand même ». Ton cerveau va naturellement essayer de lisser le passé pour apaiser la douleur, c'est un mécanisme biologique. Cette liste sera ton ancrage dans la vérité brute, ton antidote contre le révisionnisme émotionnel. Elle t'empêchera de retomber dans le piège de la manœuvre de retour quand il reviendra avec ses grands airs de chien battu. Enfin, fais le ménage dans ton entourage. Entoure-toi exclusivement de personnes qui valident ta réalité, qui t'ont vu dépérir et qui se réjouissent de te voir renaître. Fuis comme la peste ceux qui te disent que quote 0 qu'il faut 2 personnes pour faire une dispute ou qu'il faut quote 2. Ces gens-là ne comprennent pas la nature de l'emprise. Ils pensent mieux que tu sors d'une dispute de couple ordinaire alors que tu sors d'un champ de mine. Le pardon, si tant est qu'il soit nécessaire, est un processus personnel et interne qui ne nécessite absolument pas de reprendre contact ou d'excuser l'inexcusable. Tu as besoin de témoins bienveillants qui comprennent la gravité de ce que tu as traversé.
Pas de médiateur qui cherche à équilibrer les torts là où il y a eu un prédateur et une proie. La validation extérieure par des gens sains est un puissant antidote au doute permanent que la manipulation a instillé en toi. Pense aussi aux singes volants, ces amis communs qui se font les messagers de l'autre. Il va vraiment mal, tu sais, elles regrettent beaucoup ce qui s'est passé. Ne les écoute pas. Ils sont souvent, malgré eux, les instruments de ton bourreau. S'ils ne peuvent pas respecter ton besoin de silence et de protection, alors ils n'ont pas leur place dans ta nouvelle vie. C'est dur de couper des branches, mais c'est nécessaire pour que l'arbre puisse à nouveau porter des fruits. Ta loyauté doit d'abord aller à toi-même, pas à un cercle social qui préfère le confort du statu quo à la vérité dérangeante de l'abus. Tu dois intégrer une vérité fondamentale, même si elle est dure à avaler, le tyran ne changera jamais. Il n'aura pas de déclic, il ne fera pas de thérapie miraculeuse, il ne réalisera pas soudainement la valeur de ce qu'il a perdu. Il va simplement changer de décor, changer de costume et changer de partenaire pour recommencer le même cycle de destruction ailleurs. Sa vie est une répétition sans fin, une boucle de Moebius de la souffrance. Toi par contre, tu as la capacité d'évoluer. Tu as la plasticité cérébrale et émotionnelle pour apprendre, pour grow et pour devenir une version plus consciente, plus avertie et plus forte de toi-même. Ta douleur actuelle, ce déchirement que tu ressens, c'est le prix de ta liberté retrouvée. Et crois-moi sur parole, c'est un investissement qui en vaut la peine, même si les dividendes tardent à arriver. Le karma s'occupera du reste, non pas par une sorte de justice divine spectaculaire, mais simplement parce que celui qui sème le vent de la discorde finit inévitablement par récolter la tempête de la solitude, tandis que celui qui cultive son jardin intérieur finit par voir les fleurs de la sérénité pousser. Regarde-toi dans la glace demain matin, regarde bien tes yeux. Ce que tu vois, ce n'est pas une victime, ce ne sont pas les restes d'un naufrage. C'est un survivant, quelqu'un qui a traversé l'enfer, qui a flirté avec la folie et qui en est revenu avec une vision plus aiguisée, un instinct plus fin. Tu as acquis une superpuissance, tu sais maintenant détecter la toxicité derrière les sourires de façade. Tu ne te feras plus avoir par les belles paroles, par les promesses de fictives futurs, ce futur merveilleux qu'ils te vendent pour te faire accepter un présent misérable. Tu sais maintenant que les actes pèsent des tonnes alors que les mots ne pèsent rien. Ta boussole intérieure est réparée. Elle pointe peut-être encore un peu vers le passé par habitude, par réflexe de survie, mais chaque jour qui passe, chaque nuit où tu dors d'un sommeil sans cauchemar, l'aiguille se rapproche du nord, de ton propre nord, de tes propres désirs. Il y a une forme de noblesse, une beauté tragique mais puissante, dans ta capacité à avoir aimé aussi fort, aussi sincèrement, même si c'était la mauvaise personne. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de stupide ou de naïf. Cela prouve que ton réservoir d'amour, d'empathie et de dévouement est immense, presque inépuisable. Imagine un seul instant ce que sera ta vie quand tu verseras tout cet amour sur quelqu'un qui a la capacité de le recevoir et de te le rendre au centuple. Ou mieux encore, imagine la puissance que tu auras quand tu commenceras à verser une partie de cette bienveillance sur toi-même, sur l'enfant en toi qui a été si malmené. Le tyran, lui, restera toujours sec, assoiffé, une terre aride cherchant désespérément une source pour s'abreuver sans jamais pouvoir être rassasié. Toi, tu es la source, tu es le fleuve, et tu as enfin appris à construire une digue, à mettre une clôture solide autour de tes eaux claires pour ne plus laisser n'importe quel rôdeur venir y jeter ses ordures ou s'y abreuver gratuitement. Le chemin de la guérison est encore long. Il ne faut pas se mentir. Il y aura des jours de pluie battante, des jours de rechute émotionnelle où tu auras envie de hurler contre l'injustice de tout ça, contre le temps perdu, contre l'énergie gaspillée. C'est normal, c'est le processus de deuil d'une illusion. Accueille ces émotions, ne les refoule pas sous le tapis. Elles sont les preuves irréfutables que tu es vivant, que tu n'es pas devenu une machine froide et calculatrice comme celui ou celle qui t'a fait du mal. Ta sensibilité n'est pas une tare, c'est ta plus grande force, ton antenne vers le monde. C'est elle qui te permettra, une fois la tempête passée, de reconstruire une vie riche, vibrante, authentique et surtout, une vie qui t'appartient enfin à 100%. Prenons un exemple concret pour illustrer la perversité du système dans lequel tu étais enfermé. Te souviens-tu de cette fois où tu as réussi quelque chose d'important pour toi? Un succès professionnel, une victoire personnelle ou même un simple moment de joie pure? Rappelle-toi sa réaction, est-ce qu'il s'est réjoui sincèrement? Non. Probablement qu'il a immédiatement ramené la couverture à lui, ou qu'il a trouvé un moyen de gâcher la fête en créant une dispute de toutes pièces pour un détail insignifiant. C'est le propre du prédateur émotionnel. Il ne supporte pas que tu brilles par toi-même. Ta réussite est vécue comme une menace, une perte de contrôle. En te remémorant ces moments précis, tu réalises que cette personne n'était pas ton partenaire, mais ton saboteur. Quelqu'un qui prétend t'aimer mais qui sabote tes fondations ne t'aime pas. Il t'occupe.
Il colonise ton existence pour s'assurer que tu ne deviennes jamais assez forte pour te passer de lui. Pense aussi à la manière dont il ou elle gérait les conflits. Ce fameux salade de mots, word salad, où après une heure de discussion, tu finissais par t'excuser d'une chose que tu n'avais pas faite, tout en ayant oublié le sujet initial de la dispute. C'est une technique de confusion mentale délibérée. En noyant le poisson sous des flots de reproches sans rapport, de projection et de fausses équivalences, le tyran s'assure que la vérité ne soit jamais établie. Il crée un brouillard où il est le seul à détenir la boussole. Sortir de là, c'est accepter que tu ne gagneras jamais une dispute avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vérité. La seule façon de gagner, c'est de ne plus jouer. C'est de poser les cartes, de se lever de la table et de quitter le casino, c'est ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire. C'est l'acte le plus courageux de ta vie. Il y a aussi la question de l'isolement. Regarde autour de toi. Combien d'amis as-tu perdu ou simplement cessé de voir parce qu'ils ne lui plaisaient pas ou parce que tu avais trop honte de leur avouer ce que tu vivais? Le tyran travaille comme un sculpteur. Il enlève de la matière autour de toi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Il te coupe de tes soutiens pour devenir ta seule source d'information et d'affection. Reprendre contact avec ses anciens amis, leur dire simplement « J'ai traversé une période difficile, tu m'as manqué ». C'est un pas de géant vers la guérison. Tu seras surpris, de voir combien de personnes t'attendaient dans l'ombre, espérant que tu te réveilles enfin. Ne laisse pas la honte te freiner. La honte doit changer de camp. Elle appartient à celui qui abuse, pas à celui qui survit. Parlons de ton corps, car lui n'a jamais menti, même quand ton esprit essayait de rationaliser l'inacceptable. Te souviens-tu de cette boule au ventre qui ne te quittait plus, de cette oppression dans la poitrine dès que tu entendais le bruit de ses clés dans la serrure ou la notification spécifique de ses messages? Ton corps était en état d'alerte permanent, inondé de cortisol et d'adrénaline, comme si tu vivais dans une jungle entourée de prédateurs. Cette fatigue chronique, ces maux de dos inexpliqués, cette perte de cheveux ou ces problèmes de peau n'étaient pas des coïncidences. C'était ton système nerveux qui hurlait au secours. Aujourd'hui, même si tu te sens épuisé émotionnellement, prends le temps d'écouter ce silence physique qui s'installe. Ton corps commence enfin à se détendre. C'est une convalescence lente. Ne le brusque pas. Apprends à redécouvrir le plaisir d'un repas savouré, sans tension, d'une nuit de sommeil, où tu n'as pas à surveiller ton souffle pour ne pas déclencher une crise. Ton corps est ton allié le plus fidèle. Il a gardé le score de chaque humiliation pour te forcer un jour à réagir. Remercie-le d'avoir tenu bon pour toi. Et que dire de cette manie qu'il ou elle avait de gâcher systématiquement les moments importants? Ton anniversaire, Noël, une promotion ou même un simple dimanche ensoleillé. Le tyran a une horreur viscérale du bonheur des autres s'il n'en est pas le seul architecte et le seul bénéficiaire. Il fallait toujours une crise, une moue boudeuse, un reproche sorti de nulle part pour saboter l'instant. Pourquoi? Parce que voir de la joie sur ton visage, sans qu'il en soit la cause directe, lui rappelle sa propre incapacité à être heureux. C'est une forme de vandalisme émotionnel. En détruisant tes souvenirs positifs, il s'assure que ton paysage intérieur soit aussi dévasté que le sien. Mais devine quoi? Tu peux reconstruire ces souvenirs. Tu peux fêter ton non-anniversaire aujourd'hui, tu peux t'offrir ce cadeau qu'il jugeait ridicule, tu peux rire avec des gens qui ne cherchent pas à éteindre ton éclat. Chaque éclat de rire authentique que tu pousses aujourd'hui est une petite revanche sur le néant qu'il a tenté d'instaurer. Il y a aussi le piège du futur fictif, future faking. Te souviens-tu de toutes ces promesses? On va acheter cette maison, on va faire ce voyage, je vais changer, tu verras. On va construire quelque chose de solide. C'était en des carottes agitées devant ton nez pour te faire avancer dans la boue. Le tyran utilise le futur pour justifier l'horreur du présent. Il te vend un rêve pour que tu acceptes le cauchemar quotidien. C'est une technique de manipulation temporelle. Il te maintient dans l'attente d'une version de lui qui n'existe pas et qui n'existera jamais. En rompant, tu as tué ce futur imaginaire et c'est ce deuil-là qui fait le plus mal. Tu ne pleures pas la personne réelle car la personne réelle était un bourreau. Tu pleures le fantôme de ce qu'elle t'avait promis d'être. Accepte que ce futur était une fiction, un script écrit pour te garder sous contrôle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est toi qui tiens le stylo. Ton futur n'est plus une promesse vide faite par un menteur professionnel, c'est une page blanche que tu vas remplir avec des actions concrètes, ici et maintenant. N'oublie jamais la tactique de la projection. Tout ce dont il ou elle t'accusait, l'égoïsme, l'infidélité, la folie, le manque d'empathie, c'était en réalité son propre portrait craché qu'il te projetait au visage. C'est un mécanisme de défense enfantin mais redoutablement efficace. Pour ne pas affronter sa propre laideur, il te force à la porter. Si tu te sentais comme la méchante ou le déséquilibré de l'histoire, c'est parce qu'il a passé son temps à te faire endosser ses propres crimes. Regarde cette culpabilité que tu ressens encore, elle ne t'appartient pas. C'est un manteau trop lourd qu'il a posé sur tes épaules avant de s'enfuir. Enlève-le, laisse-le par terre.
Rends à César ce qui appartient à César et rends au tyran sa propre noirceur. Tu n'es pas responsable de ses traumatismes, de son incapacité à aimer ou de ses comportements destructeurs. Tu n'étais pas son parent, tu n'étais pas son psychiatre, tu étais sa cible. Et une cible qui s'en va n'a pas à s'excuser de ne plus vouloir recevoir de flèches. On arrive doucement au bout de cette réflexion, mais ce n'est que le début de ta nouvelle narration. J'espère que ces mots, posés là comme des pierres sur un chemin escarpé, ont résonné en toi, qu'ils t'ont apporté un peu de cette clarté dont on manque cruellement quand on sort de la zone de combat. Tu n'es pas seul dans cette galère, nous sommes des milliers, des millions à avoir franchi ces mêmes étapes, à avoir ressenti ce même vide abyssal avant de découvrir qu'il était le terreau d'une liberté incroyable. La cicatrice restera bien sûr. Elle changera de couleur avec les années, elle deviendra un trait blanc et discret sur ta peau psychique, mais elle sera le rappel permanent de ta résilience, de ta capacité à dire non à l'inacceptable. Tu es libre, et cette liberté, ce trésor que tu as payé si cher, personne ne pourra plus jamais te la voler si tu décides, ici et maintenant, de la protéger farouchement, comme on protège une flamme fragile dans le vent. Prends une grande inspiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. Cet air-là, il est à toi. Il ne dépend de l'humeur de personne. Tu as le droit d'exister, de prendre de la place, de rire trop fort, de ne rien faire, de te tromper, de recommencer. Tu as le droit d'être toi, sans avoir à t'excuser d'être en vie. Le tyran est derrière toi, dans le rétroviseur. Il devient de plus en plus petit à mesure que tu accélères vers ton propre destin. Ne regarde plus en arrière, la route devant toi est immense, et pour la première fois depuis longtemps, c'est toi qui tiens le volant. Pense à la première fois, très bientôt, où tu feras quelque chose de totalement banal sans ressentir de peur. Aller boire un café avec un ami sans avoir à justifier de ton emploi du temps par SMS. Acheter un vêtement parce qu'il te plaît sans anticiper son regard critique ou ses moqueries déguisées en conseils. Ces micro-libertés sont les véritables briques de ta reconstruction. Elles paraissent dérisoires pour celui qui n'a jamais connu l'emprise, mais pour toi, ce sont des Everest gravis chaque jour. Savoure chaque petite victoire, note-les. Le jour où tu riras de bon cœur devant un film sans te demander s'il ou elle aurait trouvé ça débile, tu sauras que tu as regagné ton territoire intérieur. Quelle est la chose la plus absurde, la plus déconnectée de la réalité ou la plus cruellement calculée que l'autre ait osé te balancer au visage pour essayer de te faire douter de ta propre santé mentale ou de ta valeur? Prends le temps d'y réfléchir, non pas pour souffrir, mais pour mesurer le chemin parcouru depuis que tu as décidé que ces mots n'auraient plus de pouvoir sur toi. Rappelle-toi ce mensonge éhonté qu'il a soutenu avec un aplomb terrifiant alors que tu avais les preuves sous les yeux. C'est cette folie-là que tu as quittée. Ce n'était pas de l'amour, c'était une guerre psychologique. Et tu as survécu. N'oublie jamais que le silence est ta plus grande arme. Pour une personne qui a besoin de ton attention, qu'elle soit positive ou négative pour se sentir puissante, ton silence est une condamnation à mort symbolique. En ne répondant plus, en ne cherchant plus à te justifier, tu lui retires son oxygène. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Tu n'as plus besoin de lui faire admettre ses torts. La vérité n'a pas besoin de son approbation pour exister. Elle existe en toi, dans tes tripes, dans ton histoire. C'est suffisant. Si ce partage t'a permis de reprendre ne serait-ce qu'une once de souffle aujourd'hui, si tu as senti une petite étincelle se rallumer au fond de toi, alors valide ce chemin. C'est ta victoire. Ne laisse personne, absolument personne, minimiser ce que tu as traversé. La douleur est réelle, mais ta force l'est tout autant. Tu es en train de renaître, et cette fois-ci, les fondations sont faites de granit, pas de sable mouvant. Avance, un pas après l'autre. Le soleil finit toujours par se lever, même après la nuit la plus polaire. Et ta lumière à toi, celle qu'il n'a jamais réussi à éteindre malgré tous ses efforts, commence déjà à percer les nuages. Regarde bien, l'horizon s'éclaircit. C'est ton heure, c'est ton moment, c'est ta vie. Ne la gâche plus jamais pour quelqu'un qui n'est qu'une ombre. Tu mérites le plein soleil, tu mérites la paix, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es et non pour ce que tu peux rapporter à un ego affamé. Respire, souris. Tu es enfin chez toi, en toi-même,